Normalement. Voilà, j'ai lancé l'enregistrement pour qu'Alix puisse le récupérer et que vous puissiez tous retrouver le replay sur YouTube parce que c'est important. Je vois qu'on a d'autres personnes qui nous ont rejoints. N'hésitez pas pendant qu'on est ensemble à couper vos micros et à réactiver vos micros quand, du coup, vous souhaitez prendre la parole. J'ai aussi le chat à côté si jamais, vous souhaitez rester discret, et pas forcément ouvrir le micro. Ravie d'être avec vous effectivement pour, aborder, l'entretien d'embauche. Mais pas que l'entretien d'embauche, surtout l'IA. On va parler beaucoup d'IA un petit peu de manière générale dans le recrutement aussi, jusqu'au, alors j'entends encore des micros. Hop, c'est peut-être Julie. Je vais couper tous les micros que je que je vois pour être sûre de ne pas avoir de parasites. Donc les premiers éléments que j'ai envie de vous partager, après je me présenterai, mais déjà je mets un peu dans le contexte. Aujourd'hui, avec l'IA forcément, le recrutement est impacté. Donc il y a une transformation qui se fait, de plus en plus grâce à toute cette, innovation avancée technologique qu'on peut rencontrer. C'est pas juste une notion futuriste aujourd'hui l'IA, hein, c'est notre quotidien. Donc l'objectif, c'est de se dire, comment les entreprises, peuvent, se l'accaparer, peuvent améliorer, leur approche du recrutement, tout le process, d'embauche, jusqu'à des fois même, l'onboarding. On va le voir dans ce webinaire, il y a des géants de l'industrie comme L'Oréal, Amazon, et Unilever qui ont franchi le pas, qui ont intégré plein de solutions d'IA, que ce soit pour optimiser des process de recrutement, pour présélectionner des candidats, ou juste pour réaliser des entretiens. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est que ça va pas forcément toujours très bien fonctionner. Il y a eu pas mal de couacs. Donc on voit aussi tout le potentiel qui reste encore à améliorer de ce côté-là. Je vais aussi partager pendant ce webinaire des outils pour les candidats. C'est-à-dire que, vous, en tant que candidat, vous pouvez aussi utiliser de l'IA pour vous préparer aux entretiens, pour être, que vous ayez un entretien avec un humain ou avec une IA d'ailleurs, peu importe. Mais du coup, il existe des outils aujourd'hui qui, vont permettre d'avoir une meilleure équité, une meilleure balance entre les outils pour candidats et pour, recruteurs RH de manière générale. L'IA, c'est vrai que ça promet énormément de choses. On va parler d'objectivité, de prédictibilité, de performance avec l'IA. L'IA promet aussi d'éviter beaucoup de biais dans le recrutement. Alors on verra par la suite si c'est vrai ou pas et quelle est encore la marge de progression, pour l'IA, par rapport à ça. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de promesses autour de l'IA dans le recrutement de manière générale, que ce soit déjà depuis le sourcing même de candidats. Il y a des logiciels qui existent qui permettent de sourcer des candidats via une IA. Le tri des CV, la sélection des candidats, même les premiers échanges avec les candidats par email, par SMS, par WhatsApp, par visio. On va voir un petit peu tout ça. Et c'est surtout derrière comment l'IA peut véritablement diminuer les biais, qui sont, inévitables quand c'est une évaluation qui est faite par un humain. Est-ce que l'IA peut véritablement y arriver ou pas? Est-ce que l'IA doit remplacer le RH ou le recruteur dans le cadre d'un process de recrutement? Et on terminera surtout par le fait d'aborder la question éthique, le côté, partial aussi, du côté des algorithmes et donc de l'IA. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les entreprises, ont mis en place suffisamment d'outils et de process pour vraiment veiller à ce côté éthique? Parce que ça, c'est vraiment important. Comment la technologie d'aujourd'hui, est garantie d'être juste, efficace et tout en gardant, l'importance de l'interaction avec, entre humains, en fait, qui est tout ça va être au cœur, en tout cas, de tous nos échanges. Alors qui je suis pour vous parler de tout ça aujourd'hui? Donc moi, je suis Amélie Favre-Guittet, je suis la fondatrice de Talent Management Group, qui comprend plusieurs marques commerciales. Madircom, qui est un cabinet de recrutement, mais aussi une agence de conseil RH et de marque employeur. On a également Pip My Career, donc comme aujourd'hui, qui intervient dans les écoles de commerce, que ce soit pour accompagner les étudiants ou les diplômés. On a également une plateforme digitale avec la marque Boost Me Up qui accompagne les plus de 45 ans vers le retour à l'emploi et on leur parle beaucoup d'IA. Et enfin, on fait du coaching en direct autour des thématiques de développement personnel et professionnel. Et l'IA est forcément au cœur de nos préoccupations, que ce soit en matière de recrutement, mais aussi d'accompagnement des candidats. C'est des sujets
qui nous interpellent au quotidien. IA et recrutement, alors je vais à un moment donné vous inonder un petit peu de chiffres au début, mais promis, vous allez voir, c'est digeste. La première question que j'ai envie de poser et enfin, de soulever, c'est pourquoi c'est important d'innover dans le recrutement? C'est quoi les défis qu'aujourd'hui rencontrent les entreprises qui les obligent, d'une certaine manière, à utiliser de plus en plus de l'IA? On a toujours des problématiques de recrutement. On sait aujourd'hui que, plus de que qu'au sein, en tout cas, des entreprises, il y a de plus en plus de solutions technologiques. Alors ça peut être du e-recrutement, ça peut être les ATS, donc les fameux logiciels qui vont, analyser, vos CV, ça peut être les entretiens de vidéo différés, peut-être que certains en ont déjà fait. Ça peut être toutes les techniques d'inbound recruiting pour recruter grâce à de l'IA et arriver à repérer les candidats. Donc l'offre tech en termes de transformation RH, elle est là. On a des salons comme Vivatech, comme le salon Big Data, on a le Learning Tech là qui arrive prochainement. Donc en fait, la difficulté, elle n'est pas dans l'offre. Elle est plutôt dans pourquoi les entreprises ont toujours du mal à pourvoir des offres d'emploi, mais aussi pourquoi aujourd'hui elles ont aussi beaucoup de mal à répondre aux attentes des candidats. Et donc en fait, parce qu'il y a toujours cette problématique sur le marché du travail, les entreprises se disent: «OK, on a besoin d'innover pour améliorer nos process, pour faire différemment» et c'est ce qui fait que, on a aujourd'hui plein de solutions qui existent, et qui peuvent aussi, faire en sorte de vous aider à être recruté ou pas et on verra qu'il y a un cadre légal aussi autour de ça. Quelques chiffres, mais promis, c'est digeste, sur la compréhension des difficultés de recrutement qui poussent les entreprises de plus en plus à innover et notamment à utiliser l'IA. Aujourd'hui, on a 6,8 millions de CDI qui ont été signés en 2023. Donc on est sur il y a plus d'1 million par rapport à 2022. Donc c'est à chaque fois, on a de plus en plus de recrutement. 2024, on ne pense pas qu'il y aura autant de recrutement parce que les tendances sont plutôt à la baisse. Mais en tout cas, voilà, les entreprises, même si elles recrutent beaucoup, elles se rendent compte qu'il y a quand même un taux d'échec dans le process de recrutement qui reste quand même important. Ils se rendent compte aussi que les candidats, ils ont plus envie des mêmes choses. Donc aujourd'hui, c'est, comment on fait pour arriver à pourvoir ces postes qu'on n'arrive pas à pourvoir? Parce qu'on est quand même à plus de 800 000 postes dans le secteur numérique qu'on n'arrive pas à pourvoir en France. On a quand même, une entreprise sur 2 qui reconnaît un taux d'échec dans ses recrutements supérieur à 25 donc ça, c'est un chiffre de cadre emploi qui date de 2022, qui reste quand même énorme. Qu'on a des délais qui sont de plus en plus longs pour recruter. En 2021, on mettait 8 semaines pour recruter. En 2022, on mettait 11 semaines. Et en 2023, j'ai pas encore les chiffres, mais je suis sûre que le délai s'est allongé parce qu'on rajoute de plus en plus de choses qui, du coup, démoralisent aussi les candidats et n'ont pas envie d'avoir des process très longs. Et donc, c'est aussi là qui va avoir un impact pour l'IA, c'est comment l'IA va pouvoir intervenir pour réduire aussi tout ce délai de recrutement et tous ces process qui sont mis en place. Un recrutement, ça va coûter en moyenne 5 300 €. Donc ça aussi, c'est important d'en prendre conscience, de dire, aujourd'hui, quand on recrute, ça a un coût. Si on loupe le recrutement, ça a aussi un coût, qui peut, lui, être beaucoup plus important. Et on a toujours autant d'entreprises qui, n'arrivent pas à recruter. C'était, Cleaver Connect et PageGroup qui avaient fait une enquête en 2022 et qui disait que 82 des entreprises ont toujours des difficultés à recruter au quotidien. 82. Je trouve juste que le chiffre est vraiment énorme. Hem Et on sait que, il y a au moins 5 des besoins en recrutement qui ne seront pas pourvus par les débutants sur le marché du travail, donc les jeunes diplômés. Donc ça fait que où est-ce qu'on peut aller chercher, cette main-d'œuvre? Comment l'IA potentiellement peut aider à, aller trouver les compétences ou les personnalités des candidats dont les entreprises ont besoin? Quitte à ce que les entreprises ajoutent, de la formation au moment du recrutement. Donc il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Je pense notamment à 365 Talents ou à OKRH, qui est, une jeune start-up qui vient de se lancer là-dessus aussi et qui permet aux entreprises, plus de travailler leur mobilité interne, c'est-à-dire de repérer toutes les compétences des collaborateurs et en fonction des besoins de l'entreprise, se dire: «Ce candidat, correspond, il lui faut par contre une formation sur tel et tel sujet» et donc ils ont un algorithme qui permet de calculer ça et qui permet de dire: au lieu d'aller recruter en externe, recruter quelqu'un en interne et accompagnez-le, formez-le. Donc voilà, c'est comment les entreprises peuvent aussi comment l'IA en tout cas peut utiliser, comment les entreprises peuvent utiliser l'IA
pour arriver à répondre à ces, besoins, importants de, recrutement et de mobilité interne. Il nous manque chaque année 120 000 personnes entrantes sur le marché du travail à partir de 2030. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne forme pas assez les candidats aux compétences qui sont attendues par les entreprises aujourd'hui. Donc ça soulève effectivement énormément de questions et c'est aussi face à ça que les entreprises se tournent de plus en plus vers de l'IA. Les attentes des candidats, on a vu aussi que ça avait énormément évolué, que ça pouvait être une raison de l'accélération en termes d'innovation. Donc on voit qu'aujourd'hui, une grande majorité utilise internet pour leur recherche d'emploi et que la plupart recherchent aussi des postes en full remote, c'est-à-dire en 100% télétravail. Donc c'est ça aussi qui est un enjeu. Là où l'IA peut intervenir dans le sourcing notamment, c'est qu'aujourd'hui 80% des candidats sont ce qu'on appelle des candidats passifs. Donc ce sont des candidats qui ne sont pas actifs, c'est-à-dire qui ne sont pas directement en recherche d'emploi. Et c'est ces candidats forcément que les entreprises ont envie de capter. Et donc c'est quel outil on peut utiliser pour intéresser les candidats et pour repérer surtout les candidats sur le marché aujourd'hui, qui sont des candidats qui au départ ne s'intéressaient absolument pas à l'entreprise, absolument pas dans l'idée de changer de boulot. Et c'est pourtant cela qu'on a envie d'aller activer. On sait qu'aujourd'hui, c'est YouGov qui avait sorti une enquête en 2023 que 55% des salariés sont à la recherche d'un nouveau poste. Donc on a ceux qui sont passifs, on a ceux qui sont en poste, qui ont bien envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et en même temps, on a des candidats qui sont de plus en plus nombreux à regarder les avis, les recommandations des employeurs sur Internet et qui vont juger aussi ça sur est-ce que j'ai envie d'intégrer cette entreprise. Et donc, encore une fois, l'IA peut aussi intervenir pour tout le tracking, tout le suivi dans le process. C'est-à-dire, ce candidat s'est intéressé à notre marque. Est-ce qu'on a réussi à le capter à un moment donné ou pas? Est-ce qu'on l'a dans notre base? Est-ce qu'on l'a eu en entretien? Est-ce qu'on a eu des échanges? C'est tout ce suivi qui va être important d'articuler, notamment avec de l'IA. On va le voir un peu plus tard. À un moment donné, il y a aussi le côté si le candidat sait que l'entreprise utilise de l'IA dans son recrutement et si le candidat estime que l'entreprise l'utilise de manière éthique, il aura davantage envie de postuler au sein de l'entreprise et d'intégrer l'entreprise. Que si le candidat a le moindre doute sur le côté éthique de l'entreprise, face à l'utilisation de l'IA, il n'aura aucune envie de rejoindre la boîte. Donc ce côté aussi transparence et information sur est-ce que l'entreprise utilise de l'IA ou pas dans le recrutement est aussi très important. Donc voilà, ça c'est quelques chiffres que j'avais envie de partager. Ça a forcément un impact sur la marque employeur. Le fait de digitaliser le recrutement de plus en plus, et ben aujourd'hui, c'est ce qui va aussi jouer sur une attraction forte, de la marque employeur de l'entreprise, parce que ça va à la fois répondre aux attentes, des candidats, ça va permettre d'attirer des profils, auxquels on n'avait pas pensé. L'objectif aussi, c'est de réduire forcément le taux de turnover. Tout ça, c'est, le fameux serpent qui se mord la queue, mais de manière plutôt, bénéfique. Et ça, c'est, aussi l'utilisation de l'IA au quotidien, comment elle peut, l'améliorer. C'est des éléments qui vont être essentiels. Promis, on ne parle plus de chiffres. Parce que je sais que c'est pas toujours évident et que ça peut vite vous noyer. Hem, alors, Gonzague, vous pouvez prendre des screenshots si vous voulez, mais en sachant qu'après le webinaire, il est en replay sur la chaîne YouTube de l'ESCA Alumni. Donc vous retrouverez, la presse et tout ça. Alors, question d'Olivia, le taux d'échec, il ne trouve pas de candidat. Alors, c'est soit il ne trouve pas le candidat, soit le recrutement n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que le candidat ou l'entreprise a mis fin au moment de la période d'essai. Donc, ça peut être tout ça, le taux d'échec. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui qu'il y a quand même une période d'essai sur 3 qui est rompue à l'initiative du candidat. Donc ça fait quand même beaucoup de périodes d'essai rompues. D'où l'importance de aussi bien sélectionner les candidats au départ, de bien comprendre leur motivation et d'être transparent aussi, c'est assez important et des fois, c'est ce qui manque un petit peu. Hem, la différence aujourd'hui, c'est aussi de comprendre cette distinction qu'on va avoir entre à la fois les méthodes
dites traditionnelles dans le recrutement et celles qui vont intégrer justement de l'intelligence artificielle. Que ce soit, l'évaluation à la main, ce que j'ai fait il y a plus de 20 ans quand je devais faire du recrutement, bah, voilà, je devais trier et lire les CV, de manière manuelle. C'est le fait de, prendre des notes pendant l'entretien. Aujourd'hui, une IA peut le faire à notre place. Ça peut être énormément de choses et alors qu'aujourd'hui, bah, le process, il est totalement changé, et c'est ça aussi qui va être intéressant. Donc l'impact sur le recrutement, on va dire en 2024 et pour les années à venir, bah, c'est déjà une manière pour les RH d'optimiser du temps. C'est-à-dire que, plus on va intégrer, de l'IA dans le recrutement, bah, ça peut aussi enfin, ça va forcément réduire le temps qu'on consacre à l'analyse des CV, à la présélection des candidats. Ça libère potentiellement, du temps pour les recruteurs ou le RH qui gère ou le manager qui gère le recrutement, qui lui va se concentrer sur des tâches qui normalement doivent être à plus forte valeur ajoutée. Et la forte valeur ajoutée dans ce cas-là, c'est quand il y a une interaction avec le candidat. C'est pas tellement sur les choses un peu administratives ou qui peuvent être gérées par de l'IA. Donc c'est comment dans une stratégie globale, à quel moment je délègue quelque chose à l'IA ou l'humain reprend la main dessus. C'est potentiellement une amélioration de la qualité des recrutements parce que si l'IA est capable de faire une analyse beaucoup plus précise avec des modèles prédictifs, on le voit notamment avec les tests de personnalité, et ben, l'entreprise va pouvoir mieux identifier le candidat dont il a besoin par rapport aux compétences dont il a besoin. Il va aussi pouvoir mieux identifier le candidat par rapport aux valeurs qui vont correspondre aussi aux valeurs de l'entreprise. Et donc l'objectif, encore une fois, c'est de se dire, bah, grâce à de l'IA, on essaye d'avoir une meilleure adéquation post-candidat. Tout ça en essayant d'éviter un maximum de biais, forcément, parce que bah, si on met des biais, on va peut-être mal recruter. Et si on recrute mal, et ben, ça va faire que le candidat ne va pas avoir envie de rester ou que nous, on ne va pas garder le candidat. Donc, on est à nouveau sur ce fameux taux de turnover qui va augmenter, qui va déplaire forcément à l'ensemble des candidats, mais qui va aussi déplaire potentiellement aux collaborateurs qui sont dans l'entreprise et qui en ont marre de voir un taux de turnover important dans la boîte. Ça peut aussi, et ça joue nécessairement sur leur morale et leur productivité. Donc tout ça a un impact global sur aussi les enjeux business d'une entreprise. Si on utilise de l'IA aujourd'hui, l'intérêt, c'est aussi qu'il soit correctement programmé, mais qu'il y ait aussi une surveillance de l'IA qui va être utilisée. Donc, c'est justement vérifier que les biais inconscients dans le process de recrutement n'y sont pas. C'est comment on peut favoriser bah, une approche plus équitable, plus paritaire et s'assurer d'avoir une diversité dans les embauches au sein de l'entreprise. Et tout ça, ça va demander forcément d'ajuster tout le système et toute la mécanique de l'IA parce que bah, l'IA étant quand même programmée par de l'humain, il y a toujours un fort taux de risque d'avoir bah, des biais qui sont inconsciemment inculqués à l'IA. Et donc, est-ce qu'il y a un comité d'éthique au sein de l'entreprise pour s'assurer qu'il n'y a pas ces problématiques? Donc ça aussi, ça va être un enjeu. Autre question, est-ce que ce sont des gros groupes qui utilisent des ATS ou aussi des scale-up, des ETI? Alors aujourd'hui, il n'y a pas forcément c'est pas une question de taille. Quasiment toutes les entreprises quasiment ont ce qu'on appelle des ATS, donc des Applicant Tracking System, c'est-à-dire des logiciels de suivi de candidature. Par contre, ces ATS n'ont pas tous une IA intégrée pour faire de l'analyse de CV. Et donc là, il y a souvent des listes qui sont distribuées dans les cercles de recruteurs pour arriver justement à aider les recruteurs à sélectionner le meilleur ATS, mais tous n'ont pas de logiciel. Moi, typiquement, l'ATS que j'utilise il n'y a pas d'IA. Donc c'est moi à la mano qui vais faire du tri. Après, voilà, tout dépend bah, du budget que chacun aussi a envie de mettre. Mais aujourd'hui, que ce soit des grands groupes, des startups, des scale-up, des TPE, des PME, quasiment tout le monde a des ATS. J'ai dû rencontrer qu'une seule PME qui fonctionnait toujours avec un fichier Excel à ce jour, mais sinon, ils ont quasiment tous des ATS, surtout que des ATS, on peut en avoir vraiment pour des prix ultra abordables. Là où l'IA intervient, effectivement, c'est là où à ce moment-là, on a des prix qui peuvent augmenter. Mais oui, généralement, en startup et scale-up, ils ont tous des ATS. Ouais. Hein.
Si je peux juste ouais, reformuler. En fait, moi, ce que j'avais en tête, c'est que du coup, les ATS, ils avaient forcément le logiciel qui va permettre de trouver le CV avec les mots-clés et tout. Mais en fait, du coup, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Du coup, ma On question, confond c'est souvent ceux qui font ça, effectivement, ceux ouais. qui ont parce que du coup, il faut faire un CV un peu spécial pour que ça marche bien avec les mots-clés et tout. Et du coup, est-ce que, en gros, on peut se dire que quand c'est dans les grands groupes, ils vont peut-être avoir ça, mais dans des plus petites structures, ils l'auront pas et c'est pas la peine de faire un CV de ce type? Bah, l'humain va aussi chercher, Oui. les mots-clés, en fait. Ouais, Donc, ouais, qu'il y ait que la lecture se fasse par un humain ou par une IA, l'intérêt est quand même de mettre un maximum de mots-clés sur son CV pour être visible. Parce ouais, que, quand vous êtes dans un je prends même l'exemple des cabinets de recrutement, même les gros cabinets de recrutement, alors ils ont, la lecture automatique pour la plupart, mais sinon ils vont demander à leur chargé de recrutement ou à leur consultant de repérer une certaine liste de mots-clés. ouais, Donc, soit c'est l'humain qui va chercher à la main les mots-clés, soit effectivement c'est le robot ouais. qui sait que c'est tel et tel mot-clé qu'il doit aller rechercher sur le CV. Oui, oui, je voulais juste dire, du coup, la différence, c'est sur le formatting du CV pour que l'IA puisse trouver les mots-clés Ouais, plus facilement, versus oui, un CV très joli, mais du coup, peut-être moins facile ouais. à Mais lire. effectivement, en startup et scale-up, ils en ont quasiment tous, hein, aujourd'hui. Ouais. Ok, merci. De rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme autre cas? Bah, on a aussi, l'usage de l'IA qui potentiellement permet, d'offrir une expérience qu'on espère plus engageante et plus personnalisée avec les candidats. Alors, c'est pas encore gagné parce que même quand, les échanges, les interactions sont faites «manuellement» entre guillemets, par des humains, il y a pas beaucoup de personnalisation. Donc en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'humains écrivaient de manière robotisée quand ils s'adressaient à des candidats et qu'en fait, le fait d'intégrer de l'IA permettait peut-être d'arriver à beaucoup plus personnaliser l'échange, même si c'était des interactions qui étaient automatisées, mais du coup, elles étaient faites de manière un peu plus intelligente, entre guillemets. Donc, des fois, intégrer de l'IA dans les échanges mails avec les candidats, bah, ça permet aussi d'améliorer un peu l'image de marque parce qu'on se dit que bah, le candidat qui a un échange quali, même si c'est avec une IA, va et déjà avec un sentiment positif vis-à-vis de l'entreprise que si c'est un email envoyé à l'arrache par le recruteur, bah, pour le coup, ça va être mal perçu. Donc, c'est aussi une manière d'attirer les candidats, d'utiliser de l'IA même pour de l'échange. Encore une fois, si c'est fait, c'est ça qui est paradoxal, hein, l'humain qui écrit de manière robotisée et le robot qui va essayer d'écrire de manière humaine. Donc, voilà. Après, l'idée, ça va être de creuser, de se poser encore plus de questions sur, bah tiens, entre ce qui a été fait par certaines entreprises, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Est-ce que d'ailleurs vous pensez à certaines entreprises? Quand je vous parle d'échecs dans l'utilisation de l'IA, on a évidemment quelques noms qui doivent apparaître directs, qui peuvent remonter d'il y a quelques années. Non, pas d'idée. C'était pas dans le recrutement, mais là, récemment, dans les news, il y avait l'histoire de la compagnie aérienne au Canada, là. Ouais. Ah, c'est L'IA vrai que pour je l'ai ça, pas les mis qui dans la presse, a effectivement. dû rembourser. L'IA a mal répondu et bref, ils ont dû rembourser le client qui avait été Ouais. mal conseillé par l'IA. Mais c'était pas du recrutement. C'était pas dans le recrutement. Dans le recrutement, le premier que je vais vous, présenter, c'est alors d'abord le cas de L'Oréal. L'Oréal qui, utilisait, un assistant de recrutement, pour, filtrer du coup les candidatures et également pour réaliser des entretiens vidéo. Alors c'était les premiers entretiens vidéo, c'était juste pour faire un peu le premier filtre et l'objectif c'était justement, bah, d'avoir une analyse un peu plus approfondie des compétences de la personne, de découvrir un peu sa personnalité avant que de, rencontrer une personne en vrai pour un autre entretien. Et c'était c'est une tentative de L'Oréal d'innover un peu dans ce process de recrutement. C'était Vera, d'ailleurs, elle s'appelait Vera, cette IA. Et son objectif était donc de présélectionner les candidats et de faire des entretiens qui pouvaient être à la fois téléphoniques ou des entretiens vidéo. Et l'objectif, la promesse derrière ça, c'était de se dire, bah, la sélection de candidats va être 10 fois plus rapide qu'avec un recruteur humain.
parce que du coup, c'est une IA qui va pouvoir le faire, elle peut enchaîner, elle n'est pas fatiguée entre les entretiens, donc ça va être beaucoup plus efficace. Alors Vera, elle a aussi été utilisée par d'autres entreprises comme Ikea, je crois que même Microsoft l'ont utilisée. Mais au final, L'Oréal a arrêté de l'utiliser. Alors, il y a notamment, c'était Natalia Nogueira, responsable de la transformation RH chez L'Oréal France, qui expliquait que cet essai, cette tentative d'utiliser donc Vera dans le recrutement, dans la présélection, c'était vraiment l'idée euh, d'apprendre comment l'IA pouvait les accompagner. Mais forcément, ils se sont bien rendus compte que ça n'avait pas donné les résultats qu'ils en espéraient. Euh, et ils espéraient vraiment que l'IA amplifie en fait les capacités du RH ou du recruteur. Elle se disait non, l'objectif c'est pas de remplacer le recruteur, c'est juste d'amplifier son appétence, ses compétences pour qu'il soit opérationnel sur les choses qui sont vraiment essentielles. Euh, Ça n'a pas fonctionné. Alors, on voit d'autres entreprises qui utilisent pourtant l'IA. Je pense notamment à David Bernard chez Assess First, donc les tests de personnalité, qui eux utilisent des modèles prédictifs qui sont basés davantage sur l'agilité intellectuelle, sur les motivations, sur les personnalités des candidats, avec un taux de fiabilité qui est de 85%, et la promesse de réduire le taux de turnover d'au moins 50%. Et même, il y avait un article dans HBR qui soutenait le fait que les algorithmes pouvaient vraiment surpasser l'instinct humain dans le recrutement. Et c'était vraiment la promesse de Vera. Donc c'était de se dire, OK, là où la plupart des recruteurs vont être biaisés et vont avoir il y a le côté humain, fatigue et tout ce qui va avec, et ben, en utilisant Vera, on va éviter ce genre de choses. Alors, Vera n'a pas plu aux candidats, donc ça, on verra aussi cette partie candidat à un moment donné, et n'a pas plu non plus à la direction de L'Oréal qui a préféré mettre un terme là-dessus parce que finalement les échanges, déjà Vera, on voyait bien que c'était une IA, donc le fait de parler à quelque chose de robot, on n'était pas encore habitué à l'époque, et donc du coup ça faisait un petit peu bizarre, les candidats ne se comportaient pas naturellement, et donc il y avait quelque chose qui était malgré tout un peu biaisé dans la relation. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'ils ont voulu totalement arrêter. Le deuxième cas, qui est à mon sens le plus connu, c'est le cas d'Amazon. Amazon qui a tenté, qui retente encore en ce moment, hein. Mais le premier cas, il date de, ça a 10 ans, 2014, où en fait ils avaient développé un programme informatique, donc basé sur de l'IA, pour justement automatiser le recrutement. Et l'objectif, c'était justement de se dire, bah tiens, on va nourrir à l'IA, on va leur donner tous les CV qu'on avait pu recevoir à une époque, et on va également montrer à l'IA, on va l'éduquer d'une certaine manière en lui disant, bah voilà les CV qu'on a reçus, voilà les CV qu'on a reçus, les candidats qu'on a reçus en entretien et les candidats qui ont été recrutés. Et à partir de ça, l'IA devait aider Amazon du coup à mieux recruter et à aller plus vite. Ça a été abandonné au bout de 3 ans à peu près, 3 ou 4 ans, parce qu'ils ont découvert en fait que le logiciel discriminait énormément et surtout discriminait les femmes. Alors que ce n'était pas du tout l'optique d'Amazon. Comme l'IA était censée en fait filtrer les CV des candidats et du coup leur a donné il attribue une petite note aux candidats. On retrouve ça souvent dans les ATS, hein, les petites étoiles qu'on peut mettre aux candidats. Et ben en fait, l'IA inconsciemment a développé, mais sur la base de ce qui avait été alimenté par les équipes d'Amazon, avait développé des biais sexistes, pour le coup en faveur des hommes, au détriment des femmes. Et en fait, comme le système, il s'était formé avec tous les CV reçus par Amazon au cours des 10 années précédentes, en fait, ils se sont rendus compte que comme ils recevaient majoritairement des CV masculins, ça reflétait forcément une dominance d'hommes dans le secteur technologique, hein. C'est le secteur où il y a c'est là où il y a le moins de parité. C'est dans le secteur technologique, c'est là où il y a quasiment pas de femmes. Et donc forcément, les femmes ne postulaient pas chez Amazon sur ces postes techniques. Donc le programme a logiquement, puisqu'il apprend en analysant, il s'est dit, en fait, on reçoit principalement des hommes et on recrute principalement des hommes, donc il faut favoriser les candidatures des hommes, puisque ils ne recrutaient quasiment jamais de femmes.
Et ça a du coup, bah, forcément quand ils s'en sont rendus compte, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit: «Mais comment ça se fait qu'on voit jamais de femmes en entretien?» Et c'est là où ils ont compris que, bah, c'était le programme qui biaisait automatiquement les candidatures, reçues. Donc ils ont essayé de modifier un peu leur programme, ils ont essayé d'enlever un peu, bah, ce qu'on appelle les références de genre, et en fait, ils n'arrivaient pas à garantir le fait que le système allait trouver d'autres moyens, pour, ne pas discriminer, de manière, biaisée. Donc en fait, ils ont dit: «OK, on va arrêter, on va arrêter ce projet», et ils ont reconnu publiquement, parce que forcément ça a fait, grand état, ils ont reconnu publiquement, l'échec, là-dessus. Donc ça montre vraiment les limites en termes d'apprentissage automatique. Parce que, bah, quand on va, donner, et je crois que c'était même, Microsoft qui avait été condamné pour ce genre de choses, sur le côté non éthique dans le recrutement, c'est-à-dire non vérification de comment, l'IA, apprend de manière automatique, et ça, c'est vraiment important. Je crois que même c'est dans la banque Goldman Sachs où ils ont aussi eu des problèmes là-dessus, et l'idée, c'est de se dire: «Bah, OK, ça amène forcément des préoccupations autour de l'équité dans l'IA. Comment les entreprises peuvent justement, mettre en lumière ce genre de choses, comment elles peuvent accompagner, parce que ça amène aussi des défis juridiques, hein, forcément, autour de l'automatisation du recrutement. Et ça, c'est vraiment, les éléments qui sont importants, parce qu'à un moment donné, si un candidat, découvre qu'il y a un système, d'intelligence artificielle qui a été utilisé dans l'évaluation de ses compétences ou de sa personnalité, bah, ça peut aussi remettre en question la responsabilité et la transparence de l'entreprise dans l'utilisation de ces technologies. Et il y a un impact aussi d'un point de vue européen avec la RGPD, mais j'en parlerai juste après. Heu, je l'ai spoilé, tout à l'heure sur mon post LinkedIn, mais mais voilà, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet, passionnant. Et le troisième cas, qui est le cas d'Unilever, qui, lui, a recours à des entretiens vidéo assistés avec de l'IA, et qui va du coup analyser, bah, le langage corporel, les expressions faciales, le ton, et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir le moins de biais possible, et d'être le plus objectif possible. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place, qui existe depuis 2016 au sein d'Unilever, qui fonctionne assez bien a priori. Donc il y a plusieurs phases. Il y a des candidats qui vont passer des jeux pendant 1 heure, et c'est avec des principes de neurosciences. Et donc l'objectif, c'est d'évaluer un peu les compétences managériales, ou tout ce qui est résolution de problèmes, gestion du stress, la capacité à communiquer. Et à la fin, ils reçoivent un score. Ce score, c'est en fonction de son, capacité à être un bon, manager. Et ça va permettre derrière d'uniformiser en tout cas, cette approche, sur l'ensemble, du process RH, d'Unilever dans toutes les filiales et partout dans le monde, parce qu'ils sont présents partout. Et ça, c'était vraiment l'idée de se dire: «OK, on uniformise et on teste les candidats sur les mêmes critères et de la même manière, comme ça on est ultra transparent là-dessus». Puis après, il y avait un autre tour où justement, le candidat passait une interview vidéo, avec une IA qui, bah, analysait ses réponses, et derrière, on avait un collaborateur RH de l'entreprise qui vérifie les résultats, pour assurer que l'évaluation s'était bien passée, qu'il n'y avait pas d'erreur. Donc il y a quand même une vérification qui est faite, de la part d'Unilever dans les étapes, donc ça, c'est aussi intéressant. Et ça a vraiment permis de réduire du coup la durée de sélection, et ils sont passés de 4 mois de sélection à, 2 à 4 semaines max de sélection. Donc c'est quand même un temps gagné qui est juste énorme, et forcément, bah, ils gagnent de l'argent aussi, hein, parce que c'est moins coûteux, c'est, moins d'humains à utiliser, ou l'humain qui est déjà là, bah, du coup, il va pouvoir faire d'autres choses, donc on va gagner du temps et on va gagner de l'argent. Et puis, bah, si on a des temps de sélection qui sont beaucoup plus courts, c'est-à-dire qu'on a moins de risques de perdre les candidats en cours de route, et donc ça évite d'avoir des, process de recrutement ultra longs, parce que, bah, quand vous avez 4 mois de process,
forcément, vous avez beaucoup plus de chances que les candidats se soient barrés entre-temps. Ce qui était bien aussi, c'est que, bah, suite aux entretiens vidéo, il y a un retour aussi qui est fait aux candidats, que ce soit sur les épreuves de tests de neurosciences, soit sur le côté, entretien vidéo. Donc ça aussi, c'est intéressant et ça permet, comme, le pareil, l'IA qui est utilisée et ben, elle veut, bah, son objectif quand même de limiter les biais, inconscients et on va vraiment être focus sur, les compétences de la personne et pas uniquement sur son CV, comme on disait, le look du CV ou ce qu'il y a ou ce qu'il y a pas dedans, ou sur le type de diplôme que la personne elle a, mais on est vraiment sur le potentiel que le candidat peut amener à l'entreprise en fonction des compétences qu'il a déjà acquises et donc ça, c'est, vraiment, bah, ça permet aussi de recruter des gens avec beaucoup plus de diversité et c'était KPMG qui avait fait une enquête là-dessus, qui expliquait qu'une entreprise qui mettait beaucoup plus de diversité dans ses équipes, c'est une entreprise qui performait beaucoup plus que les autres. Donc, c'est ce qui a démontré que voilà, Unilever était content et a étendu du coup cette méthode de recrutement sur d'autres postes vacants, parce que là on était sur des postes qui étaient vraiment liés au management. Et là, ils ont commencé à l'ouvrir ailleurs sur l'ensemble des postes. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Après côté, alors qu'est-ce que ça avant d'aborder pardon, côté candidat, l'idée c'est de se dire: «OK, suite à ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme mini synthèse?» Bah, c'est on se dit: «OK, si on intègre de l'IA dans le process, bah, potentiellement on gagne du temps». OK, ça c'est quand même ultra important pour une entreprise de se dire: «OK, bah, l'objectif c'est quand même de gagner du temps». On va filtrer plus vite, les CV qu'on reçoit. Après il y a un côté objectivité dans le fait d'utiliser de l'IA. C'est-à-dire qu'on va, évaluer les candidats sur les bases de critères qui sont prédéfinis, donc on réduit les biais, humains. Parce que dans la plupart du temps et dans la plupart des entreprises, lorsqu'il y a un process de recrutement, les questions, elles sont un peu aléatoires. Tout le monde, elles sont pas réfléchies, parce que normalement les questions en entretien doivent être réfléchies au préalable en fonction des compétences qui sont recherchées. On va essayer de faire un entretien structuré, pour justement poser les questions, de manière pertinente et pas juste prendre une liste sur Google en disant quelles sont les 20 questions les plus posées en entretien. Et s'assurer que dans le process de recrutement, bah, si on rencontre 10 candidats, les 10 candidats doivent être jugés sur les mêmes critères et donc on doit leur poser les mêmes questions afin d'obtenir une réponse bien cadrée et qu'on puisse la noter aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi mettre des petites étoiles en fonction de la réponse du candidat, si on le fait de manière humaine. Et donc l'objectif, c'est que l'IA puisse le faire de manière automatique. Et puis en même temps, bah, on se dit que l'IA, ça peut aussi prédire potentiellement bah, les performances des futurs collaborateurs, parce que ça va analyser des données complexes à la fois sur le comportement et sur les compétences passées du candidat, qu'à travers, c'est le côté prédictif, qu'à travers les résultats qu'on va obtenir, on peut prédire que le candidat va être opérationnel tout de suite, dans 3 mois, dans 6 mois, qu'il a peut-être besoin d'un peu de formation, en tout cas qui correspond aux besoins de la boîte et aussi bah, à l'ADN de l'entreprise. Donc, ce sont des éléments qui sont des fois un petit peu difficiles à définir pour le côté humain. Donc ça, c'est à la fois voilà, le gain de temps, l'amélioration d'un point de vue objectif et la manière de prédire les performances. C'est ce qui amène les entreprises à utiliser l'IA. Mais aussi, on en parlait tout à l'heure sur le côté, la manière dont les recruteurs ou RH vont écrire aux candidats. Il y a le fait d'améliorer aussi ce qu'on appelle l'expérience candidat, parce qu'à un moment donné, l'IA qui va écrire au candidat à la place du RH ou du recruteur ou du manager, bah, elle va pouvoir fournir aussi des retours beaucoup plus vite aux candidats, où elle peut leur apporter des réponses en cours de process beaucoup plus rapidement, beaucoup plus personnalisées, tout en respectant aussi le code du travail, parce que souvent je les vois, hein, les recruteurs et les RH, ils sont toujours à faire attention à ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils peuvent dire ou s'ils ne peuvent pas dire, de peur d'être un peu borderline au niveau de la loi, en disant bah, il suffit d'un mot que je dise en trop et je suis hors la loi. Et donc, si c'est entre guillemets formaté par de l'IA, c'est beaucoup plus facile, on se sent du coup beaucoup plus protégé. Donc ça aussi, ça peut, c'est en tout cas les arguments pour en faveur de l'IA. Maintenant, côté candidat, quand on est candidat, qu'est-ce qui se passe avec de l'IA, quoi? C'est ça aussi qui va être intéressant. Il y a une dimension qui est ultra importante dans le paysage du recrutement aujourd'hui, c'est, OK, les entreprises utilisent beaucoup, l'IA dans le process, mais aujourd'hui, les avancées technologiques qu'on rencontre
et il y en a de plus en plus forcément, et ben aujourd'hui permettent aussi aux candidats d'avoir des outils de plus en plus sophistiqués pour justement les aider, à, mieux réussir les entretiens, à avoir du coup plus de chances de passer ces fameux filtres, faits par de l'IA. Et donc on a plein de plateformes, je vais vous en présenter 3 qui, pour moi je trouve vraiment pertinentes, mais il en existe beaucoup d'autres. La première c'est, Interview AI. En fait, c'est, on sait tous, hein, c'est un les entretiens, c'est ce qui est le plus important dans un process de recrutement. Donc se préparer, c'est clairement important, et donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec cet outil, vous allez pouvoir avoir des simulations d'entretien, mais très réalistes. Et en fait, le la plateforme, elle a analysé des, milliers de données qu'elle a collectées sur des entretiens réels, et après elle va proposer des scénarios spécifiques à l'industrie ou au poste visé. Et en fait, ça va vraiment vous permettre de vous entraîner dans des conditions, bah, proches de ce que vous pourriez vivre, réellement, en entretien. Heu, Elle vous permet aussi d'avoir des retours, c'est-à-dire que quand vous allez passer les entretiens avec l'IA, vous allez avoir des retours, on va dire constructifs en temps réel. C'est-à-dire que l'IA va vous dire: «Bah, OK, voilà les par rapport aux mots que vous avez utilisés, par rapport aux exemples que vous avez donnés, par rapport peut-être à l'intonation que vous avez utilisée, voilà comment vous pourriez améliorer votre réponse. Voilà comment vous pourriez améliorer votre langage corporel. Voilà comment vous pourriez, peut-être, aborder les choses autrement ou avec une autre tonalité par rapport à votre voix». Donc tout ça va être analysé par l'IA et va vous permettre d'avoir des retours en direct. Donc ça, c'est, le fait de déjà d'avoir des questions qui sont générées en temps réel, d'avoir, en plus une gamme de questions qui est ultra large. Vous allez pouvoir, enfin tout ça, c'est ce qui va vraiment, vous permettre de pratiquer, de vous entraîner et de vous améliorer et de vous dire: «Bah, OK, le jour J où je passe un entretien, je suis prêt». Parce qu'en fait, j'ai plus peur, que ce soit avec un IA ou avec un humain. Je sais exactement comment qu'est-ce que je dois dire de plus, comment je peux affiner mes réponses, quel est peut-être l'avantage que je dois annoncer à tel moment dans l'entretien, pour, bah, donner envie encore plus aux recruteurs. Par rapport à la pratique, par rapport à ce qui a déjà été fait, bah, du coup l'IA va me dire: «OK, ça c'est bien, mais ça tu peux encore l'améliorer», parce que c'est forcément de l'amélioration continue. Donc ça permet vraiment d'améliorer bah, les performances du candidat par rapport à l'entretien. Donc ça, c'est, bah, pour vous, une économie, de temps, une économie, de même d'un point de vue, gestion du stress, parce que, vous allez être beaucoup moins en panique à l'idée de passer un entretien, parce que vous aurez eu le temps d'avoir tous ces retours et tous ces entraînements. Donc vraiment Interview AI, c'est, pour moi une très, très bonne, un très, très bon outil en tout cas. On a également, Kik Résumé. Donc ça va se concentrer plutôt sur le démarrage du process de recrutement, le CV et la lettre de motivation, parce qu'ils le font aussi. Et donc l'objectif, c'est, justement d'intégrer de l'IA dès la création du CV. C'est un peu, c'est l'IA de Resume Builder qui est aussi basé sur, ChatGPT 4, qui a créé ce genre de choses. Et ça permet de générer à la fois des idées de CV, mais parce qu'ils vont même vous aider dans l'écriture des paragraphes à l'intérieur des CV pour utiliser les bons mots-clés. Donc ça, c'est important. Ils ont une trentaine de modèles de CV qui sont du coup compatibles avec les ATS. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que des fois, on a des CV qui ne sont pas forcément compatibles avec les ATS, parce que les ATS n'arrivent pas forcément à bien les lire, selon avec les colonnes, les images qu'on met. Enfin, des fois, c'est un vrai fouillis. C'est de l'apprentissage aussi parce que c'est une bibliothèque qui comprend des exemples de CV, de grandes entreprises, qui enrichit aussi, au fur et à mesure et qui vous permet justement d'avoir, bah, une qualité de rédaction qui est optimale. Ils ont la même chose avec les lettres de motivation. Donc, c'est, pareil, c'est toujours le côté, AI cover de Letter Builder qui s'occupe de ça et qui vous donne des exemples, des modèles, de lettres de motivation pour vous aider justement à rédiger quelque chose par rapport à une offre d'emploi, par rapport à un secteur, et ça, c'est assez magique. Ils ont aussi une fonctionnalité qui s'appelle heu, résumé checker, je crois. C'est pour en fait, c'est pour évaluer, si, votre CV
va correspondre par rapport à d'autres exemples de CV dans ce métier, dans ce secteur qui ont été envoyés. Et donc, en fait, ça va analyser, ça va comparer votre CV aux autres. Donc, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et ça va vous donner du coup plein d'informations pour justement améliorer la qualité de votre CV. Et ça, c'est, je trouve que c'est assez magique aussi parce que ça permet, si on n'a pas d'idée de quoi mettre, comment se valoriser sur un CV ou quoi écrire dans une lettre de motivation, même si on sait qu'aujourd'hui elles sont pas beaucoup lues, et ben, en tout cas, c'est, aussi un moyen d'aller sélectionner plein de mots-clés sur le CV ou sur la lettre, et ça en quelques secondes et donc de gagner du temps aussi, plutôt que, de réfléchir, pendant des heures sur son CV et sa lettre. Pour moi, c'est aussi un outil qui est pertinent parce que quand on est, alors je prends l'exemple par exemple un cadre qui se fait licencier de son entreprise, il arrive à Pôle emploi ou à l'APEC et la première chose qu'on va lui demander, c'est de faire son CV. Sauf que, il est dans une situation où, il n'est pas du tout, il est pas du coup pas du tout à l'aise à rédiger un CV parce qu'il vient de se faire, lourder. Peut-être qu'il est en colère contre son manager, contre l'entreprise. Donc il est dans une phase, en tout cas, psychologique où c'est assez difficile pour lui de se poser, de se dire: «Alors, quelles sont les choses positives que j'ai fait au cours de ma carrière, que j'ai fait dans mon entreprise, cette fameuse entreprise qui vient de me licencier?» Et donc il doit raconter une histoire positive sur son expérience alors qu'il vient de se faire virer. Et donc d'un point de vue psychologique, c'est ultra dur de se poser et d'être objectif sur ces éléments-là, sur ce qu'on a réalisé, sur, justement sur les missions qu'on a fait, les tâches, les résultats qu'on a obtenus. On est encore souvent dans une phase de colère. Et donc l'IA peut vraiment aider à ce moment-là, pour dire: «OK, on va, établir un petit peu ce qu'on a réalisé, on va faire une liste et l'IA va essayer de le mettre en forme pour que ça soit le plus facile et le plus parlant possible». Donc ça aussi, c'est, intéressant de se dire que ça peut aussi aider des candidats à se détacher parce que quand on fait un CV, c'est très personnel. Moi, je le vois, hein, quand je suis avec des candidats qui ont 55 ans et que je leur dis: «Bon, il y a des expériences qu'on peut enlever», on a l'impression qu'on leur coupe un bras parce qu'il faut enlever une expérience du CV. Donc, arriver à se détacher grâce à de l'IA qui va nous accompagner, vous dire: «OK, ça c'est bien, mais ça on peut le résumer en 3 mots ou en une phrase, c'est bon, pas besoin de tartines». Donc c'est ça aussi qui est intéressant d'utiliser l'IA à ce moment-là. Hem, Quel autre outil? Celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, ce qui est aussi pour s'entraîner aux entretiens, interview, warm-up. C'est aussi donc un outil, proposé par Google et là, l'objectif, c'est de vous entraîner aussi, pour, gagner confiance le jour de l'entretien. Donc ce qui est intéressant alors aujourd'hui, il est disponible effectivement pour le grand public. Donc il va vous poser des questions. En fait, il va l'outil va se positionner comme étant un recruteur. Il va vous poser plein de questions et vos réponses vont être, retranscrites en temps réel par une synthèse vocale, déjà, ça. Et en fait, vous allez pouvoir, l'IA va choisir au hasard 5 questions. Et en fait, vous allez pouvoir choisir, aussi vos propres questions parmi la liste proposée. Donc en plus, vous pouvez dire: «OK, je prends les questions de l'IA au hasard, mais j'ai aussi envie d'être interrogé sur ces types de questions». Donc comme ça, pour vous entraîner en disant: ça fait, 10 fois que je passe des entretiens, ça fait 10 fois qu'on me pose les mêmes questions, je suis toujours pas à l'aise, je veux m'entraîner sur ces questions-là». Donc ça aussi, c'est intéressant. Il y a des grandes parties dans les questions. Il y a une partie sur les formations, sur, votre expérience, et sur aussi la manière dont vous allez, gérer des événements, spécifiques. Alors ça peut être la gestion du stress, ce genre de choses. Et il y a une troisième partie qui va plus être des questions techniques en lien avec le poste que vous visez. Ils sont pas encore sur tous les métiers, je crois qu'ils sont plus sur des métiers techniques de dev, pour justement, arriver à calculer, enfin en tout cas à noter, votre capacité à répondre. Mais ça permet déjà de pouvoir s'entraîner. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est assez intéressant. Alors, Google vous promet pas, que de réussir ou pas vos prochains entretiens, mais en tout cas, il vous aide à vous auto-évaluer. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Google promet de ne pas enregistrer aussi vos données. Mais par contre, ils conservent quand même les enregistrements, des retranscriptions, il me semble. Ou sinon enfin, vous pouvez vous, en tout cas, les télécharger, ça c'est sûr, pour avoir du coup quand même une copie de ce que vous avez pu faire. Donc aujourd'hui, ils ont tourné les questions autour de, certains
certains domaines d'activité. On a l'e-commerce notamment, tout ce qui est support IT, UX design, gestion de projet, qui est faite. Il y a une catégorie générale, qui existe. Je ne pense pas que ce soit disponible en français tout de suite. Je crois que c'est aujourd'hui que disponible en anglais, mais ça va forcément, s'étendre, dans les langues et dans les secteurs. Donc c'est voilà, quelque chose à essayer et à tester, qui pourrait être, pas mal. Hem, Ça, c'est les 3 outils que perso, je trouve, génialissimes. Tout ça, tout ce que je vous ai un peu expliqué soulève forcément plein de questions, parce que jusqu'à présent, j'ai quand même dit beaucoup de choses positives sur l'IA. Il faut un peu contrebalancer. Il y a forcément des défis, éthiques. Heu, on est d'accord, l'IA, ça révolutionne énormément de choses. Ça révolutionne aussi les ressources humaines. J'avais déjà fait, pour l'ESCAP d'ailleurs, un webinaire là-dessus sur, comment l'IA, pouvait révolutionner la partie RH, donc j'en suis convaincue. Hem Dans le recrutement, je suis aussi convaincue que l'IA peut apporter quelque chose, que ce soit dans le tri, dans l'analyse des compétences, l'automatisation d'entretiens ou des échanges avec les candidats. Donc ça aussi, parce que ça permet de gagner du temps, de pas d'optimiser des process qui peut-être n'étaient pas optimales à une époque, de réduire les biais humains, mais ça a quand même quelques limites. Déjà, forcément lié, aux biais, c'est le côté, impartialité de l'algorithme, c'est-à-dire que comment les données vont être interprétées par la machine, comment on peut amener, parce que c'est aussi ça aussi, hein, c'est, comment, l'interprétation, des nuances peut-être un peu que nous on peut capter quand on fait un entretien d'un point de vue d'humain à humain, comment la machine, elle peut arriver à les capter aussi. Après, les entreprises, elles doivent aussi s'assurer que les données qu'elles ont utilisées pour, entraîner l'IA, pour que l'IA apprenne, à bien recruter ou à bien utiliser le process, et à ne pas avoir de biais, ce soit justement, représentatif de la population, et que ce soit équilibré. Donc c'est est-ce que les données qu'on a, données à l'IA, pour nourrir l'IA, comme l'a fait Amazon en prenant sur les 10 dernières années, est-ce que ces données ne sont pas déjà biaisées au départ? Et donc, c'est comment on fait pour savoir si nos données sont biaisées ou pas? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place là-dessus? Donc, c'est aussi, est-ce qu'on a un comité d'éthique qui va pouvoir analyser ça? Donc ça aussi, c'est important. Heu, les outils sont puissants, ils le sont de plus en plus, ça c'est certain, mais c'est derrière, c'est cette surveillance constante, parce que c'est pas juste on surveille, une fois tous les 3 ans, une fois tous les 5 ans, c'est, limite, il faut qu'il y ait un collectif, un comité d'éthique qui tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, soit vraiment, derrière, les résultats de la machine pour s'assurer qu'il y a une équité parfaite. Si on utilise trop l'IA, ça va aussi soulever des questions, je vous parlais tout à l'heure de RGPD, parce qu'en fait, la RGPD, en tout cas en France, a indiqué que, les candidats pouvaient contester des décisions de recrutement, surtout s'ils n'étaient pas recrutés dans les faits. Ils pouvaient donc contester ces décisions de recrutement, si cette décision, était prise uniquement sur la base d'un process qui était automatisé, donc avec 100 d'IA. Donc dès lors que vous avez envoyé votre CV et que c'est une IA qui a, regardé uniquement des mots-clés et que c'est sur cette base de ces mots-clés que vous recevez une fin de non-recevoir de l'entreprise en disant: «Malgré tout l'intérêt de votre», eh bien, potentiellement, c'est attaquable parce que ça va à l'encontre de ce que la RGPD dit dans ses textes. Donc et ça, je pense que personne aujourd'hui ne s'était, attelé à cette question qui, pour moi, est juste essentielle, quoi. J'ai une question dans le chat. «Bonjour, il y a ce logiciel d'entretien pour tous les métiers?» Alors pas le dernier, mais le 1er que je vous ai, partagé, oui, effectivement, vous pouvez hop, je vous le remets, tac, 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 tac. Je crois que c'était celui-là, voilà. Interview AI, vous pouvez effectivement vous entraîner, sur, tout type de métier. Parce que le second interview warm-up, pas encore. C'est beaucoup lié à l'e-commerce et
et au côté data, analyse, voilà, qui permet pas encore. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager là-dessus. Le fait de, par rapport à la RGPD. Je trouve que ce point de la RGPD est quand même essentiel parce que à quel moment on sait que notre recrutement ou non-recrutement est basé sur une décision d'IA ou est-ce qu'il y a quand même un humain qui, à un moment donné, est intervenu. Donc c'est aussi ça qui va être important, c'est est-ce que les entreprises vont aussi se mettre à communiquer sur leur process de recrutement de manière transparente? Est-ce qu'on va savoir en tant que candidat à quel moment il y a de l'IA ou à quel moment il n'y a pas d'IA? Donc ça aussi, c'est la direction que les entreprises doivent prendre pour s'assurer que, si on est OK avec de l'utilisation de l'IA et que tout se passe bien et qu'au contraire, ça, comme je disais, ça valorise la marque employeur de la boîte parce qu'on sait que l'entreprise qui utilise de l'IA le fait de manière éthique, que c'est contrôlé et que c'est transparent. Et donc, nous, ça nous donne envie de postuler. Si par contre, on sait que l'entreprise utilise de l'IA, mais que ça reste très flou et du coup, on remet en doute tous les choix, ça peut alourdir aussi les process, l'image, le business de l'entreprise. Donc, ça peut avoir une portée qui est juste énormissime, j'ai envie de dire, pour la survie d'une boîte aussi. Donc ça aussi, c'est comment aujourd'hui on peut vraiment utiliser l'IA dans le recrutement, au sein des entretiens et quel est l'impact derrière au moment où on va prendre une décision. C'est-à-dire que si vous êtes uniquement si vous utilisez uniquement l'IA, ça peut être même pendant quand je disais le process de recrutement, au moment où vous êtes avec un robot ou avec les entretiens différés, et si c'est un IA qui analyse l'entretien différé, si c'est même pas un humain, potentiellement, on peut, on peut remettre en cause la décision finale. Et je terminerai là-dessus parce que sur l'idée de vous poser aussi des questions. C'est quel est votre avis sur le rôle que doit jouer l'IA dans le process de recrutement? Est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à cette manière d'automatiser des process de recrutement peut-être dans vos entreprises? Est-ce que vous avez déjà été confronté à l'IA dans les recrutements, si vous êtes plutôt côté candidat? Comment vous l'avez vécu aussi? Est-ce que vous savez si votre process de recrutement a été validé ou pas par une IA ou par un humain? Il y a ça aussi que ça soulève comme question. Voilà un petit peu tous les sujets que j'avais envie d'aborder avec vous et du coup, j'ai hâte d'avoir aussi vos retours par rapport à ces expériences. Vous avez le droit d'ouvrir vos micros maintenant. Ça va, je pensais que j'allais être beaucoup plus bavarde que ça, mais ça va en fait, très restreinte. On a le temps d'échanger. Je vais commencer par prendre la parole. Amélie, merci pour les infos. Sur les petites questions, moi je comprends la nécessité d'utiliser l'IA quand il y a beaucoup de volume, mais il y a aussi beaucoup de petites boîtes, je dirais TPE, PME, qui ont des difficultés de recrutement parce qu'ils n'ont pas aussi la notoriété Oui. sur les réseaux. Et du coup, dès qu'ils ont, je sais pas, trois, quatre candidats pour un poste, déjà, c'est le Graal. Mm. Et je ne sais pas si c'est tout à fait judicieux d'aller appliquer de l'IA sur une faible volumétrie. Pour avoir aussi discuté un peu avec des recruteurs, il y a un côté un petit peu, on veut sentir le candidat, on veut le voir en présentiel. Ouais. Et en ce qui me concerne, je suis un peu plus de la vieille école où j'ai besoin de capter un petit peu voilà, les signaux faibles des candidats pour aussi me faire une opinion là-dessus. Je trouve que le CV, c'est une manière de se présenter, mais aujourd'hui, on pourrait juste ouvrir la page LinkedIn et voir si ça correspond ou pas à ce qu'on cherche. Ouais. Et la lettre de motivation, c'est très bien rédigé, mais à 90% aujourd'hui, c'est ChatGPT qui va la faire. Et Ouais. ce qu'il faut, c'est avoir un discours, rencontrer la personne, et c'est là où on va pouvoir se faire une opinion. Bah, ça veut dire que là où le recrutement effectivement peut, reprendre son côté humain, c'est, si on est aussi honnête, comme on dit, on sait que la lettre de motivation aujourd'hui, elle est faite par, ChatGPT ou par, d'autres logiciels, et Mm. donc on sait aussi, c'était, Oasis RH qui avait fait une enquête là-dessus, qui disait que 75 des lettres de motivation n'étaient pas lues. Donc c'est aussi ce qui démotive les candidats de faire des choses, parce qu'on sait que de l'autre côté, les recruteurs, les RH ou les managers vont pas prendre le temps de les lire.
Et c'est comment on arrive à rééquilibrer le marché en disant, bah, OK, de quoi le recruteur a vraiment besoin pour analyser, pour me recevoir en entretien. Et dans ces cas-là, c'est bah, est-ce que juste un petit mail qui, en 5 lignes, j'explique bah, pourquoi j'ai envie de rencontrer cette entreprise est pas suffisant. Voilà, donc c'est aussi comment on peut gagner du temps là-dessus pour remettre effectivement bah, comme on dit souvent, de l'humain au cœur de tout, en fait. Et c'est ça qui va être passionnant. Mais effectivement, quand il y a pas beaucoup de volumétrie, c'est la petite TPE qui reçoit que 3 ou 4 CV, bon, bah, l'IA, il y a pas un grand intérêt. Le seul intérêt qu'il y aurait, c'est si l'IA peut assister l'entreprise pour l'aider peut-être à éviter les biais, et le côté juste je recrute au feeling. Parce que ça par contre, c'est des choses qu'il faut quand même éviter. Voilà, mais ce serait juste un assistant en fait presque IA. C'est ça qui peut être intéressant. Oui, je vais prendre la parole juste un instant. Moi, je n'avais pas imaginé le sujet avant de voir la proposition de participation au webinar. Et je dois avouer que je suis assez affligé par ce qui se passe, non pas par la présentation que je trouve excellente. Merci. Euh, En fait, ce que je comprends là, au fur et à mesure qu'on avance, c'est que les lettres de motivation sont faites par ChatGPT, les CV sont faits par d'autres outils. Euh, donc, il y a une espèce de nivellement des compétences, des capacités, parce que les outils vont forcément inciter à mettre les mots qui vont bien, même si nativement, on les a pas forcément dans son expérience, j'imagine. Ouais. Ce qui fait que finalement, et je vais assez rejoindre ce que dit Gonzague, mais en poussant un peu le raisonnement à l'extrême, ce qui veut dire que finalement, les recrutements, enfin, ce qui va décider un recruteur à rencontrer ou non quelqu'un ne va plus reposer que sur des critères fondamentalement discriminants. J'entends éventuellement le sexe. Alors, vous parliez de l'expérience, je crois que c'était Amazon. Ouais. Je dirais l'âge, peut-être la distance de l'entreprise, la distance de l'emplacement géographique. Donc, finalement, tout ça vise à niveler des compétences qui deviennent a priori souvent virtuelles. Alors on se rend compte en entretien, mais c'est souvent un peu trop tard. Et je trouve surtout, alors peut-être parce que je me sens un peu concerné par le sujet, mais je trouve surtout que c'est hyper discriminant pour des gens qui sont plus dans ce qu'on pourrait considérer comme étant le cœur de cible pour un poste. Je connais pas bien tout ça, mais j'imagine que quand une entreprise cherche un développeur informatique, elle n'est pas forcément à la recherche de quelqu'un qui a 58 ans a priori, ni forcément quelqu'un qui a 22 ans. Donc, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu effarant, ce, le fait que finalement l'accompagnement de l'IA pour concevoir ces candidatures fait que tout le monde va sensiblement avoir la même candidature, que Mmh. ceux qui auront fait l'effort de travailler par eux-mêmes ne sont pas forcément avantagés. Alors, on Exact. peut reconnaître que les gens qui font appel à l'IA sont plus malins aussi, hein. On est aussi dans une société qui appelle ça. Mais voilà, je comprends des choses là qui m'attristent un petit peu quant à l'évolution du monde professionnel. Ouais, bah, vous avez raison, hein, je vous rejoins là-dessus aussi, hein, c'est, et alors ça peut s'expliquer sur plein de choses. On a aujourd'hui encore heureusement des candidats qui font l'effort de vouloir écrire, de vouloir mettre les mots qui leur ressemblent aussi, et de vouloir faire tant le CV ou la lettre par eux-mêmes. Et puis à un moment donné, vous avez ces mêmes candidats qui, comme ils se rendent compte qu'en face, ils ont des entreprises qui utilisent des outils et donc une IA qui est basée effectivement sur une sélection de mots-clés, se disent: «Bah oui, mais moi effectivement, j'ai pas mis ce mot-clé dans mon CV, mais c'est pas pour autant que je suis pas compétent, que je suis pas capable de faire la mission». C'est-à-dire qu'effectivement, on va juger un candidat sur les mots-clés qu'il a mis dans son CV, mais pas sur sa capacité à faire le job. Et c'est là-dessus que du coup les premiers tris se font et les candidats n'ont même pas le temps d'aller se défendre en entretien. Et effectivement, ils se disent: «Bah OK, mais on a quoi comme outil aujourd'hui qui nous permet au moins d'aller essayer de nous défendre en entretien?» Et en fait, ils vont utiliser les outils qu'utilisent les recruteurs. C'est le serpent qui se mord la queue, hein, et donc ils vont rentrer dans le «moule» entre guillemets en disant: «Bah OK, je vais faire un CV avec tous les bons mots-clés qui vont bien pour augmenter ma chance d'être reçu en entretien et de pouvoir prouver aux recruteurs, aux RH ou aux managers que je suis compétent et que je peux faire le job». Et donc ça, effectivement, c'est ce qui pousse de plus en plus de candidats à utiliser eux aussi l'IA en disant: «Bah, OK, puisque les recruteurs l'utilisent, bah, moi aussi je vais l'utiliser. Je vais les prendre». C'est aussi une manière des fois
soit de rentrer dans le moule, soit de faire un pied de nez au recruteur en disant ok, vous pensez me discriminer avec de l'IA, mais moi je vais, grâce à de l'IA, je vais quand même rentrer dans votre moule pour essayer après d'arriver en entretien. Parce qu'aujourd'hui, ce que la plupart des candidats reprochent aux recruteurs, c'est de ne pas avoir suffisamment de chances de démontrer leurs compétences, leur capacité à faire les choses et qu'on est jugé virtuellement sur un bout de papier. Et que bah, effectivement, tout le monde n'est pas, on n'est pas tous égaux face à cette capacité à écrire les choses sur ce bout de papier. Et donc, être jugé là-dessus, c'est ultra discriminant. Et donc, bah, ils essayent de trouver des moyens de détourner pour y arriver. On est tous en train de plancher sur l'idée de comment on peut faire pour supprimer le CV et pouvoir bah, rencontrer beaucoup plus facilement les candidats et de pouvoir vraiment tester des savoir-faire, des savoir-être qui vont être indispensables. C'était, je pense notamment à la startup Peoplein, qui, elle, propose des recrutements sans CV. Et donc, bah, les entreprises qui souhaitent recruter bah, proposent des tests aux candidats en disant bah, OK, nous, on cherche des candidats qui ont telle compétence. Donc, ça va être bon, je veux un candidat qui soit compétent en communication, donc écrite ou orale, elle va définir. Et donc, elle va définir les compétences précises dont l'entreprise a besoin. Et elle se base uniquement sur 3 critères, 3 compétences. C'est-à-dire que souvent, les entreprises vont faire une liste à la Prévert de toutes les compétences recherchées. Et elle va dire non, non, pour faire le job, il y a 3 compétences essentielles. Vous devez être capable de me dire quelles sont ces 3 compétences essentielles. Et c'est là-dessus qu'on va analyser le candidat. Et donc, les candidats arrivent de tout âge, de tout bord, de tout horizon. Et c'est OK, on est analysé réellement sur nos compétences. Et si on réussit le test, à ce moment-là, l'entreprise reçoit notre CV et potentiellement nous reçoit un entretien. Elle pousse aussi que derrière, il n'y ait pas d'autres biais qui arrivent une fois qu'on a. Donc, le fait de. On postule et on passe des tests de compétences, de soft skills aussi, pour valider que bah, on a le potentiel de faire le job, peu importe ce qui est marqué sur un CV ou pas. Et là, du coup, on met tout le monde sur le même pied d'égalité parce que bah, dès lors qu'on a cette compétence, on est capable de réussir beaucoup plus. Enfin, on fait les tests assez logiquement puisqu'on a la compétence. Par contre, la compétence d'écrire un CV, elle n'est pas donnée à tout le monde et c'est tout à fait légitime. Normalement, on n'est pas censé être recruté pour notre compétence à faire un CV, mais pour notre compétence à faire le job. C'est ce qu'on aimerait tous. Donc voilà, aujourd'hui, les candidats essayent d'utiliser les outils des recruteurs pour déjouer ces fameux pièges de recrutement qu'ils arrivent et essayer de passer les barrages qu'ils n'arrivent pas à passer. Donc et forcément, bah, les recruteurs vont encore essayer d'inventer d'autres choses, les candidats essaieront de se rapprocher encore plus. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à abolir le CV pour vraiment arriver sur se dire, OK, comment je peux tester réellement les compétences de ce dont j'ai besoin, et ben, on va encore traîner ça pendant des années, quoi. Ce qui est bien, bien, bien dommage, hein. Après, voilà, moi je pense que l'IA peut vraiment être un atout pour, notamment pour assister le RH aux entretiens, et l'aider à éviter d'utiliser des biais. Donc, soit l'IA peut être un atout pour aider en amont aussi du process de recrutement à poser les bonnes questions en disant bah, OK, vous avez besoin de ces compétences. Quelles sont les questions que vous pouvez poser aux candidats qui vont nous permettre de savoir dans quelle situation le candidat a développé cette compétence. Donc, l'aider à formaliser peut-être les questions pour que les questions soient un peu plus réfléchies, posées et intelligentes en entretien et qu'on arrête de poser des questions genre quelles sont vos qualités ou vos défauts, ou est-ce que vous voyez dans 10 ans, qui sont des questions aujourd'hui qui ne permettent pas de valider les compétences. Ouais, je suis d'accord et moi je pense que justement, là où l'IA peut faire une vraie différence, mais à voir comment elle est entraînée et tout, c'est justement sur le côté biais et s'assurer de la diversité. Ouais. Et moi, je sais pas, j'ai jamais passé d'entretien par une IA. Je suis très curieuse de voir comment ça peut se dérouler, etc. Mais en tout cas, sur voilà, le tri des CV et tout, bon, bah, je vois l'intérêt, gain de temps, ça c'est sûr. Et moi, ça me pose pas de problème. Enfin, moi, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, c'est évident qu'il faut être, voilà, c'est le jeu, faut mettre des mots-clés, gain de temps, machin. Après, je serais curieuse de voir comment ça fonctionne pour justement pouvoir aider le recruteur à pas juste prendre une personne parce qu'elle a la même personnalité, ça matche bien et du coup c'est un billet, mais en fait c'est Mm. pas la meilleure personne pour le poste. Et là, je Bah, trouve c'est qu'il y a une vraie soit valeur c'est ajoutée. l'entretien qui est fait de A à Z par l'IA, Ouais.
et qui détermine que, qui va analyser uniquement les compétences, ce genre de choses. Mais oui, il n'y a pas encore, enfin, je l'ai pas trouvé encore cet outil qui peut vraiment assister, qui pourrait assister le RH, le recruteur ou le manager la personne fait une visio ou fait un entretien en réel et il y a une IA avec une cam à côté, soit qui soumet des questions en direct au recruteur pour l'aider justement. Ça, ce serait génial. Si on a quelqu'un qui sait développer ça dans la salle, Ouais, ou allez-y. soit qui retranscrit, en live, les réponses et qui analyse, Ouais. Alors ça existe, hein, dans un que je vous ai partagé, il y a le côté, pour les candidats, mais pour le côté recruteur, quand le candidat parle, enfin toute la discussion, tout l'échange est retranscrit en direct et donc ça évite à l'entreprise de prendre des notes pendant l'entretien et donc juste, j'écoute ce que me dit mon candidat, et j'ai mon IA à côté qui retranscrit tout. Mais ce qui pourrait être bien, c'est que l'IA puisse aussi pousser des questions, oui, toujours en lien avec les des compétences questions qui sont recherchées au globales, départ. et Ouais. puis même dans la retranscription, dire: «Bah, voilà, ces mots-clés essentiels n'ont pas été dits. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des synonymes ou est-ce que» bon, Oui, faut poser une mais question, voilà. heu Mais là, ça demande encore des analyses ultra s'assurer poussées que et ça, ouais. non, ça existe pas encore. Bon, en tout cas, je l'ai pas vu. Je l'ai pas trouvé celui-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Puis aussi finalement qu'on a une fonction RH sur ce métier du recrutement qui est en train de se faire cannibaliser petit à petit par l'IA. On en est peut-être encore un peu loin, mais moi j'ai pas mis la caméra, si je pense Si, pas, je si. sais pas si vous me voyez. Pardon. Donc moi qui travaille dans le métier de la relation client où aujourd'hui on est vraiment confronté à ce sujet-là, hein, l'IA générative, etc., où on se dit, bon, bah, le métier change et ça va changer à vitesse grand V. Les compétences, bah, ce sera peut-être plus forcément les mêmes dans les 5-6 ans qui vont venir que celles dont on avait besoin. Et aujourd'hui, on parlait de qualité rédactionnelle et autres. Donc, on voit ces fonctions-là et ces métiers qui évoluent. Jusqu'à quel point? Et c'est vrai que je reviens à tout ce qu'on se disait au début. Moi aussi, réagissais de la même manière en me disant, mais finalement, c'est du nivellement de masse, quoi, en fait. Ouais, ça me laisse perplexe, moi aussi, ouais, franchement. En fait, c'est un peu comme toute innovation qui arrive, c'est tout le monde s'emballe sur l'innovation et donc tout le monde cherche à créer des choses. Donc là, aujourd'hui, parce qu'on ne maîtrise pas encore tous les aspects de l'IA, donc tout le monde s'est mis à faire des IA et à développer des outils dans l'optique de remplacer le côté humain. Alors qu'en fait, la force de l'IA, c'est pas de remplacer l'humain, c'est de l'accompagner à être plus performant, plus efficace. Donc l'IA doit être plus un outil Bah, c'est d'accompagnement ça. qu'un outil de Mm, mm. remplacement. Mais Mais du c'est coup, je vrai pense que c'est en qu'aujourd'hui, pratiquant que ouais, les outils ouais. vont s'améliorer, hein. Et les gens Mm. vont s'en rendre compte à un moment donné que on doit être accompagné et pas remplacé. Ça ne peut pas faire tout. Non. C'est un outil qui va aider, je suis bien d'accord avec vous, mais qui ne va pas remplacer, qui Ouais. va faire évoluer certainement les compétences que l'on va requérir à côté, puisque comme vous disiez dès le début, c'est que c'est un outil qui vient aider et qui permet d'enlever des tâches répétitives au profit de Mmh. tâches qui vont créer plus de valeur. Ouais. Donc c'est ce en quoi les compétences vont changer, mais ça ne peut être qu'un outil d'aide. Or, aujourd'hui, on a l'impression que oui, tout le monde s'embarque dans ça va enfin, chouette, je vais pouvoir remplacer. Parce ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'ARNA et Téléperformance, enfin, Dieu sait si on en a entendu parler, et c'est typiquement ça, quoi, en fait. Ouais. D'où l'importance je dis toujours, on apprend en marchant et en tombant. Et donc c'est la même chose. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une compréhension de tout le monde, se dire on fonce dans le mur en faisant certaines choses, et c'est comment on peut faire potentiellement un rétro-pédalage pour se dire ok, comment on peut mieux réfléchir. Encore une fois, les comités d'éthique, hein, beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'experts en neurosciences qui réfléchissent aussi sur ce côté IA, et c'est comment l'IA peut vraiment être un plus et pas prendre le pouvoir sur, mais c'est juste voilà le plus qui accompagne à côté. Ça c'est, mais je pense que voilà, c'est en faisant au fur et à mesure qu'on va comprendre,
on aime bien dans la manière de l'humanité, c'est de pousser les choses à son max avant de dire oh, finalement peut-être aller un petit peu trop loin. Et ça commence déjà. Donc voilà. Et moi, c'est pour ça que je dis toujours quand je parle d'IA, je parle d'outils. Pour moi, c'est un outil et que c'est important d'arriver à le voir comme tel. Et côté candidat, on le voit hein, dans les logiciels que j'ai partagés, c'est des outils, c'est-à-dire des outils d'entraînement pour les entretiens. Et pour le coup, c'est plutôt intéressant de se dire, bah, ok, l'outil va m'aider à prendre conscience de ma valeur, à avoir plus confiance en moi, à poser peut-être ma voix pour l'entretien. Elle va me challenger avec différents types de questions auxquelles j'ai peut-être pas l'habitude de répondre. Et donc tout ça, c'est bien la preuve que côté candidat, on est bien sur un outil. Donc, il faut se dire, maintenant, côté RH, il faut aussi que ce soit un outil. Et moi, j'avais une question concrètement. Comment ça se passe quand on a un entretien vraiment donc, vous parliez d'entretien préenregistré, Oui, c'est ça? tiens différé, notamment. Ouais. Différé. Donc, en fait, à quoi ça ressemble Bah, en fait, quand vous recevez un email de l'entreprise qui vous ouais. invite, qui vous dit que votre CV a été sélectionné, peut-être que vous avez eu une préqualification téléphonique au préalable et qui va vous inviter à un entretien qui est ce qu'on appelle des entretiens différés, c'est-à-dire qu'on vous envoie sur une plateforme. La plateforme vous explique que vous allez passer une série de questions. Et vous pouvez, selon les plateformes, vous pouvez vous entraîner. Et donc, en fait, elle va vous faire un premier exercice en disant, ben voilà, je vais vous poser une question lambda, vous avez 30 secondes ou 1 minute pour répondre à la question. Et une fois que votre réponse est validée pour vous, vous appuyez sur un petit bouton pour dire je valide ma réponse et du coup ça passe à la question suivante. Donc une fois que vous avez fait le test, bah, du coup l'IA vous dit bah voilà, vous allez rentrer dans la phase d'entretien, voici la première question. Et donc ça peut être des questions comme présentez-vous, parlez-moi de votre expérience, parlez-moi, je sais pas moi, des derniers projets que vous avez mis en place ou à quelle occasion vous avez développé telle compétence. Et ce qui est déstabilisant pour la plupart des candidats, hein, parce que je crois que dans les stats, je crois que j'ai quand même à plus de 60-70% des candidats qui n'aiment pas ces entretiens différés avec les machines quand même. Hein. Et en fait, parce qu'on est face à on est face à notre caméra, donc on Ouais. est toujours tenté, même moi, je tentais de regarder l'écran et pas de regarder la caméra. Et on se dit, oh là là, en même temps, on regarde le timer, on se dit, putain, on n'a que 30 secondes ou 1 minute pour répondre. Et donc, si on se met à développer et qu'on voit qu'il nous reste 10 secondes, 5 secondes, bah, on va stresser encore plus en disant, oh, il faut que j'arrive à finir ma phrase. Bon, voilà. Et donc, bon, il faut de l'entraînement, il faut être ultra à l'aise face caméra malgré tout. Et puis, bah, il n'y a pas ce côté rebond qu'on peut avoir en entretien où le candidat nous dit quelque chose. C'est intéressant, mais on sent qu'il y a autre chose à creuser. Donc, on lui repose une question. Bon, bah là, il n'y a personne pour lui dire attends, c'était pas mal ce que tu m'as dit là, tu pourrais m'en dire un peu plus. Bah, il est tout seul face à son écran. Donc, et derrière, bah, il faut que soit le robot, soit un humain écoute les enregistrements et à partir de là, décide si ça vaut la peine d'aller plus loin. Donc, c'est quand même. Moi, je déteste les entretiens différés. Donc, mon avis est ultra biaisé, mais je trouve que c'est très limitatif et ça ne permet pas aux candidats de se valoriser et de se montrer sur leur meilleur jour. Parce qu'on a des candidats qui vont être à l'aise, donc qui connaissent l'exercice, donc qui ont déjà préparé leurs questions et qui savent quels sont les mots-clés qu'il faut mettre en avant. Et puis, vous avez des candidats qui ne sont pas forcément à l'aise face caméra et qui vont se dire oh là là, comment je vais être, ah puis je m'aime pas, je vois le retour image, je me déteste, bah, ça joue en fait. Et en fait, on va analyser ça alors qu'on devrait analyser encore une fois les compétences dont on a besoin. Le recrutement par les compétences, hein, c'est quand même essentiel et Ouais. on arrive vraiment doucement, vraiment très doucement. Et quelle est la proportion des entretiens qui se font en visio maintenant plutôt qu'en présentiel avec un recruteur en face hein, ou la personne métier, mais J'ai pas les stats là-dessus mais je pense que c'est quand même de plus en plus. Parce qu'autour de moi, tous les recruteurs, parce que je suis dans une communauté Slack avec plus de 4000 ouais, recruteurs, je vais dire qu'on est à 60-70% sur de la visio, mais d'accord. j'ai pas de stats officielles qui le Ouais, confirment. ok. Mais on est quand même de plus en plus. Là, Et, c'est le côté gain de temps. Hein. On évite de devoir faire se déplacer le candidat. Donc, ah pour oui. le candidat, c'est des fois entre 1 heure et 3 heures de transport. C'est quand même plutôt agréable. Puis, bah, à l'ère du télétravail, on a aussi beaucoup de recruteurs qui sont aussi en télétravail. Donc, ça leur évite aussi d'aller sur le lieu de travail. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a des tips, enfin des choses particulières à penser quand c'est un entretien en visio par rapport à un entretien en présentiel?
Dans les La tips, vous caméra, qu'elle pouvez. soit bien placée, tout ça, mais Alors, ça va être alors, la caméra, oui, généralement, c'est sa Hein. cam d'écran. C'est plus la luminosité Ouais, que je conseillerais ouais. de travailler auprès des candidats. C'est peut-être d'être face à une fenêtre et pas dos à une fenêtre. Quitte à avoir, moi j'ai ma petite red light là qui est juste là pour être sûr d'avoir une bonne luminosité. On peut avoir des notes, c'est-à-dire que moi je dis souvent aux candidats, au pire, vous mettez des post-it sur votre écran pour Oui, pouvoir rebondir. Vous avez le droit d'avoir votre CV et au oui. besoin, enfin, vous le dites au recruteur, écoutez, j'ai mes petites notes autour de moi, j'imagine Ouais, que vous aussi. C'est parce que j'ai envie voilà, de profiter de ce moment avec vous et de ne pas perdre aussi des éléments qui pourraient être importants. Donc voilà, si je ouais, baisse le regard de temps en temps, c'est ça peut normal, se je suis voir, sur mes ouais. notes. Ok. En fait, le fait de dire les choses, ça va déstresser la personne et puis le candidat, le recruteur, il va pas vous dire: «Ah non, non, vous prenez pas vos notes». C'est pas logique. Ouais, très bien. Ok. Et puis vous pouvez l'enregistrer aussi la visio, parce que Ouais, c'est ça pas peut mal. vous permettre aussi de, revoir là où vous avez été bon, de retravailler peut-être les réponses, de pouvoir peut-être faire un mail de remerciement derrière qui va du coup être bien spécifique par Mm. rapport à l'entretien en se disant: «Bah tiens, là sur cette question, j'ai pas été bonne, donc je vais refaire un petit point, dans mon mail Ouais. de remerciement, pour remettre un petit axe là-dessus». Donc, Et ça, par contre, si vous enregistrez, il faut prévenir le recruteur. on peut l'enregistrer discrètement avec notre téléphone, j'allais dire l'audio ou qu'est-ce que vous Oui, mais il faut quand même prévenir la personne en face que vous êtes en train d'enregistrer. Parce Ouais. que du coup, il y a quand même des données perso et Et est-ce que ça serait pas un peu déstabilisant pour le recruteur? Enfin, ce qu'il va si, dire. Ah si, oui, parce que j'en connais pas beaucoup qui alors je pense que beaucoup de candidats le font en loose day, oui, je pense. et ne le disent pas forcément au recruteur. Normalement, on devrait le dire, mais voilà, je pense que beaucoup le font en direct, parce que oui, c'est sûr que le recruteur en fait, le recruteur, ne s'applique pas à lui-même ce qu'il applique souvent aux candidats Ouais. Est-ce que et le donc du coup, recruteur, il il va être, enregistre, lui, souvent? Ça arrive? alors généralement, ils vous le disent, hein, si les recruteurs D'accord. quand ils passent par des plateformes bien spécifiques d'entretien, ils vous préviennent que l'entretien va être, enregistré Ouais. pour que peut-être d'autres personnes dans l'équipe puissent Oui, aussi d'accord. analyser et puis qu'ils puissent être à plusieurs à, faire un point par rapport à l'entretien. Donc, généralement, ils vous le disent, mais quand vous leur dites que vous allez l'enregistrer, ils s'y attendent tellement pas que du coup, ça peut les choquer. Ok, top. Juste une question, Amélie. Les outils dont vous nous avez parlé, ce sont des outils gratuits, payants? Est-ce que vous avez un ordre d'idée ou pas du tout? De souvenirs, ils sont payants. J'ai plus les, Non, c'était au cas où, si vous aviez l'information directement, j'irai voir. non. J'avoue que, là, je vais sur Interview AI, mais, je sais plus. Non, ne me perdez pas de temps là-dessus, j'irai voir, ne vous inquiétez pas. Parce que je sais pas si en tant que candidat, il y a peut-être des choses qui sont gratuites en tant que candidat. Je si Ouais, j'ai pas creusé jusque-là, j'avoue. Ok. Et si on a le temps, j'ai une toute petite question. On m'a conseillé comme logiciel pour suivre mes réponses aux offres d'emploi et tout, Career Flow. Est-ce que vous connaissez? Enfin, je sais qu'il y en a il y a pas mal de sites qui Je proposent le des connais pas celui-là. trucs de suivi et en fait, avant d'investir du temps dans un, comme il y en a plusieurs, je sais pas quel est le meilleur. Du coup, si vous avez une reco d'un site que vous connaissez, pour le suivi des Il y en avait qui étaient sur l'emploi store de Pôle emploi, mais ils les ont supprimés, ce qui était bien dommage, parce qu'ils étaient gratuits en plus. Et j'ai pas vent de nouveaux outils. C'est quoi? C'est juste pour enregistrer toutes vos candidatures? oui, voilà, à qui on enfin voilà, Savoir à qui vous l'avez envoyé, cible, qui on connaît dans ces entreprises, est-ce qu'on a répondu à une offre? Enfin, c'est un peu plus que Ouais, c'est plus pas que notre simplement CRM, enregistrer, ouais. non, j'avoue que parce que je connaissais les 2 outils gratuits, mais qui ont disparu. Ouais. Après je connais pas, du coup, je suis sur Career Flow, je l'avoue, je le connaissais pas celui-là. OK. Bon, on m'en a partagé pas mal, mais va falloir que je fasse mon petit benchmark. Ouais, alors souvent vous avez des essais gratuits, hein, donc faut pas Ouais, hésiter, sur, les 10 jours, vous faites un outil tous les 10 jours pour tester et ouais, voir si la prise en main est facile pour vous. ouais, Et comme ça, tous les 10 jours, vous en testez un nouveau, comme ça vous pouvez, cutter l'abonnement si jamais ça vous convient pas, ouais, parce que vous avez le droit de vous rétracter mais au moins comme ça, au bout de peut-être un mois ou 2, vous savez quel est l'outil qui va être le plus efficace pour vous. ouais, ouais, ouais. Parce que souvent ils se ressemblent un peu tous, hein.
Ça va être plus l'ergonomie ou se dire: «Bah, tiens, sur celui-là, il faut que je fasse 4 clics de plus, pour Ouais, ouais. enregistrer, donc c'est plus long». Oui, Bon, bah, souvent, ils ont des liens avec LinkedIn, comme ça, on peut enregistrer directement la ouais. personne. OK. Bah, n'hésitez pas à nous faire des retours par la suite pour nous dire lequel est à votre préférence, Ouais, une fois que vous aurez testé. Que vous avez d'autres questions? Non? Non, c'était très intéressant, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Vraiment chouette. Heu, Merci pour votre participation, merci pour les échanges. N'hésitez pas si vous voulez me trouver, je suis sur LinkedIn, s'il y a besoin de quoi que ce soit et puis, bah, ce webinaire du coup sera en replay, sur, la chaîne, SK Alumni, donc vous pourrez le voir et le revoir et surtout aller regarder tous les autres. Heu, vous faire des séances de replay de webinaires, à gogo. Merci à tous, passez, bah, une excellente après-midi et à très bientôt et je crois que c'est rendez-vous avec moi, c'est rendez-vous le 21 mars, il me semble. Je Je ne check, sais oui, plus. sur la qualité de vie au travail. Mmh. Mmh. Ça va être pas mal ça aussi. Mais oui, vous avez peut-être d'autres webinaires, d'ici là. Bonne journée. Bonne journée, à très bientôt, Merci. au Au revoir. Merci, à revoir. bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.